Ce chapitre 7 est né en 2019-2020 dans des conditions un peu particulières qui sont liées au confinement dû à la maladie du coronavirus, le Covid-19. Mais il a toute sa place dans un chapitre qui a été dédié à la mécanique quantique et qui a été illustratif de la démarche dite réductionniste ou de quête vers l'unité, dans lequel on essaie de ramener la complexité du monde à quelques éléments de base essentiels, fondamentaux, interactions fondamentales, particules élémentaires, symétrie élémentaire aussi, que nous avons vu. Mais cette connaissance théorique doit aboutir finalement à des résultats, à des mesures, et pose la question de ce que j'appelle l'arpentage du monde. Qu'est-ce que c'est que arpenter? Arpenter, c'est mesurer, évaluer d'après un étalon à l'aide d'un instrument, puisque tous nos beaux calculs de mécanique quantique, un jour, doivent se rapporter à la réalité, et on doit comparer des mesures à des prévisions théoriques. Donc, cette problématique, elle n'est pas née du 19e siècle de la mécanique quantique, elle est vieille comme, je vais dire, la philosophie des Grecs, et on rapporte que Pythagore aurait dit que toute chose est nombre. Et donc, pour lui, et pour peut-être beaucoup d'autres théoriciens modernes qui pensent que l'univers est mathématique, la mesure du monde est un élément essentiel de la physique. Or, mesurer, c'est aussi évaluer d'après un étalon. Et tout au long des siècles, on a vu que les problèmes de l'étalonnage étaient un problème récurrent pour lequel il a fallu trouver des solutions. Le chapitre va donc se diviser en trois parties. D'abord, les grandeurs fondamentales, puis les systèmes d'unité fondamentale, et on finira par les constantes, qui posent un problème épistémologique et presque philosophique, puisque ces constantes ont des valeurs, et se pose la question pourquoi ces constantes ont ces valeurs et pas une autre. Alors, on part sur les grandeurs fondamentales. Ces grandeurs fondamentales, au départ, c'était les longueurs, les poids et le temps, puisque c'était lié à la vie courante, et de tout temps, on peut remonter peut-être aux Sumériens, dans toutes les civilisations, il y a eu des efforts pour mesurer les longueurs, on avait besoin de calculer la surface des champs, de calculer les longueurs de déplacement, de calculer la longueur des étoffes, donc les longueurs sont des grandeurs fondamentales qu'il fallait déterminer, et celles qui s'en déduisent comme les aires et les volumes. Et puis, les poids, il fallait échanger des grains, échanger des liquides, du vin, il fallait répartir des quantités, des héritages, etc. Donc, nécessité de peser. On dirait maintenant la masse, mais derrière ce mot poids utilisé à l'époque, on voulait caractériser la quantité de matière. Et puis, les calendriers liturgiques, le temps qui passe, les saisons, et puis les déplacements, ont introduit la mesure du temps. Il faut comprendre que la mesure du temps est beaucoup plus récente que l'ancienne, du moins la mesure précise du temps est beaucoup plus récente que l'ancienne, puisqu'il a fallu attendre la navigation transocéanique pour avoir besoin de mesures de temps précises pour calculer les longitudes. Et ceci n'a plus que ensuite se développer avec, par exemple, le développement du train, qui, pour des nécessités d'horaire, a nécessité des mesures de temps précises et qui soient reconnues et uniformes au moins à l'échelle d'un pays. Donc, si on reprend ces grandeurs-là, d'un point de vue purement avec notre œil de physicien moderne, eh bien, on dirait que, mais je reste à la fin du 19e, puisqu'on ne prendra pas en compte ici les mesures quantiques, les mesures de degré quantique. Eh bien, il faut des mesures pour mesurer le temps et L, et l'espace, ce sont les deux caractéristiques, et on emploie le symbole qu'on utilisera par la suite, T pour le temps et grand L pour les longueurs. Ensuite, deux charges des interactions fondamentales, puisque la masse, c'est la charge liée à l'interaction gravitationnelle, et Q, la charge électrique, qui mesure la quantité d'électricité dans l'interaction coulombienne. Et puis enfin, il a fallu introduire, à partir du XVIIIe siècle, avec Réaumur et d'autres, la mesure de la température θ. Et donc, avec ces 5 grandeurs fondamentales, on pouvait mener une vie courante, classique. Plus tard est apparue la nécessité de mesurer l'intensité lumineuse.
Voilà. Alors, à partir de ces grandeurs fondamentales, on peut analyser des grandeurs qui s'en déduisent, puisque on fait ce qu'on appelle une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire qu'on va caractériser chacune de ces grandeurs fondamentales par leur dimension. Alors, les dimensions sont des symboles qui caractérisent le fait de leur dépendance en longueur, en temps ou en masse, comme ici le grand M. Donc, si L est une longueur et T est un temps, une vitesse, ça sera L sur T, Lt-1, parce que c'est une longueur divisée par un temps. Une accélération, c'est une vitesse par unité de temps, donc ça sera L sur T-2. Quand on a la longueur pour mesurer une surface, on mesure deux longueurs entre elles, ça sera L2, un volume L3. Une densité, alors il y a peut-être une erreur ici, c'est pas la densité, c'est une masse volumique qui sera une masse divisée par un volume. Alors, ça c'est assez évident. Un peu plus finement, une force, quelle dimension aura-t-elle? Du fait qu'une force peut s'exprimer par Newton sous la forme m, une masse, par gamma, une accélération. J'ai l'accélération, j'ai la masse, donc je peux déduire la forme d'une force. Et puis, comme une énergie, c'est une force qui se déplace, il suffit de multiplier une force par une longueur, et on aura la dimension de l'énergie. Et enfin, une puissance, qui est une énergie par rapport à une unité de temps, donc ça sera divisé par un temps t-3. Donc voilà comment on introduit une analyse dimensionnelle. À partir des dimensions des grandeurs fondamentales, on peut déduire les dimensions associées à des grandeurs dérivées. Alors, ce petit calcul de dimension, est-ce que c'est purement formel? On va voir que, d'une part, pour arriver à cette analyse dimensionnelle, il faut avoir une vision extrêmement précise et, j'allais dire, analytique de l'ensemble du monde, puisque ce sont des mesures universelles. C'est, d'autre part, un outil puissant de vérification de validité des formules. Tous les enseignants de physique savent que quand on regarde une équation, si elle n'est pas équilibrée en dimensions, c'est signe qu'il y a une erreur quelque part. Mais on va voir que c'est beaucoup plus qu'une partie de ces grandeurs-là, ces équations-là, contiennent des notions de physique. Alors, passons aux grandeurs qui sont nées progressivement après le 19e siècle. Le courant électrique a pris beaucoup plus d'importance, donc on a introduit la notion d'intensité de courant à partir de la charge électrique Q qui sera donc une charge par unité de temps. Un potentiel, on peut le déduire du fait que une puissance P est donnée par une différence de potentiel par I, l'intensité. Donc avec l'intensité et la puissance, on obtient la dimension d'un potentiel électrique. L'action, très importante pour les Lagrangiens, qui est une énergie pendant un temps donné, donc ce sera ml2 t-1. Et par exemple, à titre illustratif, mais on en verra d'autres tout à l'heure, si on prend la constante de gravitation avec son facteur lié à la distance, hein, si je fais le poids sur Terre, c'est P égale M que multiplie G, l'accélération sur Terre. Donc, eh bien, G est une accélération, M une masse, R carré une distance au carré, on en déduit la dimension de G sous la forme M1 T-2. Mais au-delà de cette simple analyse de cohérence, eh bien, il y a des lois cachées, puisque, par exemple, si on veut étudier la période du pendule au cours du temps, donc la période, ça sera un temps. Le pendule ne dépend que de sa longueur, la période va dépendre de sa longueur, de la masse M qui est au bout du fil, qu'on suppose de masse nulle, et puis de la pesanteur. Si on fait la pendule sur la Lune ou sur la Terre, ce n'est pas la même période. Eh bien, sans faire aucune physique, sans travailler aucune équation physique compliquée, on va pouvoir déduire la période de manière relativement simple, puisque on doit trouver une période en combinant une longueur, le fil, une masse m et une accélération. On doit combiner L, M, Lt-2, leurs dimensions, pour obtenir une période, un temps. La seule combinaison possible, eh bien, elle est celle-ci, elle est que G sur L donne T-2, la masse disparaît, donc sans aucune démonstration, on prouve que la période du pendule ne dépend pas de la masse, et d'autre part, qu'elle dépend par la racine carrée de L sur G, qui est exactement la formule que l'on trouve par des calculs exacts à un coefficient près,
à un coefficient 2 pi près. Autre exemple, un problème qui avait animé depuis Aristote les physiciens, les discussions entre physiciens, c'était la chute qu'on appelait des corps graves, avec Aristote estimant que les corps plus lourds tombaient plus vite que ceux qui étaient plus légers. Galilée ayant l'intuition différente, on raconte, mais c'est peut-être une histoire, qu'il aurait fait l'expérience à partir de la tour de Pise, de faire des expériences sur la tour de Pise. Bien, on peut, sans aucune référence à aucune théorie et aucune analyse, aucune loi physique, on peut trouver cette relation parce que si un corps de masse m tombe d'une hauteur h, on cherche la vitesse v, sachant que l'autre paramètre possible, c'est la pesanteur g. Il est évident que si on fait tomber sur la Lune, ce ne sera pas la même vitesse. Donc v, c'est une grandeur de dimension lt-1 qu'on veut déduire à partir d'une masse m, d'une hauteur l et d'une accélération lt-2. La seule solution, c'est d'abord que m disparaît du calcul, donc par conséquent, la chute des corps graves ne dépend pas de la masse. Galilée avait raison, Aristote avait tort, bien sûr, en tenant compte du fait qu'il n'y a pas de résistance de l'air. Et puis, on obtient que le carré de la vitesse est égal au produit de g par h, qui est la formule exacte avec un coefficient multiplicatif près. Donc, les analyses dimensionnelles sous-tendent une connaissance importante de relations entre les phénomènes physiques qui peuvent être déduits quelquefois sans avoir une analyse fine et détaillée des causes et effets. Alors, le plus bel exemple va être donné par ce qu'on appelle les constantes de Planck, telles qu'il les a déterminées vers 1925-1930. Il avait remarqué que les différents modèles de la relativité générale et de la mécanique quantique dépendaient de matière critique de trois grandeurs. C, la vitesse de la lumière, dimension lt-1. G, alors ça c'est le grand G, c'est pas le petit g, c'est grand G, c'est la constante de gravitation qui est m-1 L3 t-2, et la constante de Planck qui est une action m2 t-1. Et il s'est dit, j'ai trois grandeurs fondamentales qui ont ces dimensions-là, et qui dépendent tous de m, de l et de t. Donc je peux isoler de ces trois grandeurs une longueur typique, une masse typique et un temps typique, qui sont donc les longueurs, les masses et les t et les temps de Planck. Alors si vous faites une analyse en dimensions, les seules solutions possibles, ce sera que la longueur de Planck est égale à cette expression-là, le temps de Planck est donné par cette expression-là, et la masse de Planck est donnée par ça, si bien que l'énergie de Planck, qui est E égale mc2, donne cette valeur-là. Donc l'idée est de dire que du fait des analyses en dimensionnelles, derrière les grandeurs vitesse de lumière, grand G et H, se cachent des grandeurs fondamentales de longueur, de temps et de masse qui sont caractéristiques de l'univers dans lequel nous sommes et dont nous verrons qu'ils sont caractéristiques de l'aire de Planck quand on mettra des valeurs numériques sur ces grandeurs. Deuxième partie, maintenant, ça va être mesuré. On a vu des grandeurs fondamentales, mais pour les mesurer, il faut des étalons. Il faut comparer avec un étalon. Et ça, c'est un débat qui est vieux comme les Sumériens, les Grecs et toutes les civilisations. Quels sont les étalons qu'il faut pour mesurer les grandeurs fondamentales dont on a besoin? Alors, on pourrait faire des livres sur cette histoire-là, mais au départ, l'étalon, c'était l'homme lui-même, ou le prince, puisqu'il y avait le pied du roi, je crois, qui était une mesure. Donc on a pris comme référence, avec les incertitudes qui sont derrière, des grandeurs liées à l'homme, le pouce, le pied, la coudée, et l'empan qui est l'écart entre le petit doigt et le pouce quand vous les écartez au maximum, l'aune, je ne sais plus, mais la toise qui est liée à la taille moyenne des gens de l'époque. Alors, pour faire les airs, soit on prenait ces grandeurs au carré, mais on pouvait introduire des grandeurs spécifiques comme l'arpent ou l'acre, qui étaient liées plus ou moins à la quantité de travail ou aux travaux qui étaient nécessaires pour les traiter dans l'agriculture de l'époque.
Donc on voit toutes les incertitudes sur ces étalons-là. Les volumes, on distinguait les matières sèches des matières liquides. Pourquoi? Parce qu'on n'utilisait pas les mêmes récipients pour transporter les deux. Donc il y avait le boisseau, le sétier, le muit pour les volumes, la pinte, le pied cube ou le muit pour les volumes. Les masses, il y avait toutes les petites instances comme le grain, l'once, etc. En revanche, pour le temps, peut-être dû à l'influence des Babyloniens et aux observations astronomiques, la minute et la seconde, même s'ils n'étaient pas très bien définis, étaient liés notamment à l'astronomie, puisque la seconde pouvait être la 86 millième 400 partie du jour, et aussi on avait remarqué qu'un pendule simple de longueur 1 battait le temps toutes les 2 secondes. Il faisait un aller-retour en 2 secondes, donc un aller ou un retour en 1 seconde. L'énergie est un concept qui n'existait pas, ou dont on parlait très peu. À la rigueur, l'énergie était liée au travail d'un humain ou, par exemple, à la capacité qu'avait un cheval de travailler, de tirer une charrette, etc. Donc, une multitude d'étalons qui, bien sûr, posaient des problèmes absolument gigantesques de comparaison. Ici, pour mémoire, j'ai sorti de Wikipédia un extrait d'un article sur les mesures de l'Ancien Régime qui vous montre la complexité des différentes mesures qui dépendaient fortement du canton, du lieu, de la nature, dont les subdivisions variaient selon les pays. On peut imaginez-vous faire une mécanique quantique à partir de mesures qui seraient aussi mal définies et aussi peu homogènes que celles-ci. Donc la Révolution française a quand même introduit une notion importante qui est ce qu'on appelle globalement le système métrique, qui a été une révolution, puisque pour remédier aux défauts de tous ces systèmes multiples et qui divisaient le pays en de multiples entités où la communication était difficile, on a introduit le système métrique qui avait trois objectifs. D'abord, l'unicité. On prend une seule unité de mesure pour les quantités fondamentales. Une seule mesure de longueur, une seule mesure pour le volume, etc. Unicité. Ensuite, universalité. C'est-à-dire qu'il faut que les étalons soient universels et non pas liés au pied de tel roi ou à telle structure. Donc l'idée, c'était de rattacher les étalons à des grandeurs qui sont reconnues par l'ensemble de l'univers, et qu'ensuite on puisse dériver de ces unités de base les grandeurs dérivées. Et enfin, simplicité, c'est tout l'aspect métrique et du système décimal qui facilite les conversions, au lieu d'avoir des douzièmes de pouce ou des huitièmes de once, etc. Il faut savoir quand même que ce système décimal, qui a convaincu l'humanité dans son ensemble, est partout utilisé, sauf 3 pays, et non pas un des moindres, puisque les États-Unis ne sont pas encore adoptés le système décimal. Donc voilà les grands principes de la Révolution française, qui ont mis du temps un petit peu à se généraliser. Napoléon a introduit quelques décrets pour autoriser les tisserands ou d'autres corporations à garder quelque temps leurs unités, mais très vite, lors du 19e, partout en France, puis dans tous les pays, ce système métrique comportant à la fois les étalons et le système décimal s'est généralisé. Mais comment prendre des étalons? Alors au départ, l'idée de la Révolution, qui était une idée idéologique, c'était qu'il fallait que ce soit des étalons universels, qui soient donc liés à des phénomènes naturels et non pas liés à telle nation ou à tel pays. Alors c'est un choix idéologique parce que le choix de prendre le mètre comme étant la 10 millionième partie du méridien terrestre, qui est une idée a priori satirisante pour l'esprit, s'est révélé un choix désastreux en termes pratiques, puisqu'il était impensable qu'on puisse mesurer ce méridien de manière très très précise pour faire un étalon. Et M. Delambre et je ne sais plus l'autre, Méchain, qui ont passé 3 ans pour essayer de mesurer le méridien entre Dunkerque et Barcelone, ont illustré à la fois l'intérêt général de la mesure, mais
grande difficulté pratique pour servir d'étalon, si bien que, bien avant qu'ils aient fini de leur mesure, on a fixé le mètre par quelque chose qui ressemblait au 10 millionième de la longueur du méridien, et on a pris un étalon en métal supposé éternel qu'on a déposé par Breteuil comme étalon. Le kilogramme, on l'a ramené de manière beaucoup plus naturelle au poids, dirait-on à l'époque, mais maintenant on dirait à la masse, d'un volume d'eau d'1 litre. À l'époque, on pensait plutôt à la glace fondante, mais maintenant on a pris plutôt l'eau à 4 degrés, puisque c'est là qu'elle est la plus dense. On fabriqua un étalon aussi en 1799. Et à partir de ça, on a fondé des systèmes où il y avait des réunions régulières des différents physiciens de différents pays pour s'entendre sur ces grandeurs-là et les grandeurs dérivées. Le système CGS, centimètres, grammes, secondes, qui a été fortement poussé par les Anglais et qui a été encore très longtemps utilisé en électronique, électrostatique, électricité. Très vite, le MKS s'est imposé en 89, auquel on a ajouté l'ampère pour l'aspect électrique en 1948. Donc on note que c'est l'ampère et non pas la quantité, donc c'est l'intensité qui est devenue la référence et non pas la quantité d'électricité Q de tout à l'heure. Alors, ces réunions se sont poursuivies pendant tout un siècle pour établir un système qui soit à la fois sûr et surtout qui ne dépende pas de ces étalons physiques. On a progressivement voulu remplacer les étalons physiques qui bougeaient avec le temps, avec la température, qui s'érodaient pour ramener à des grandeurs beaucoup plus sûres et stables, pour aboutir en 2018 au système d'unité actuelle SI, qui est basé sur 7 unités fondamentales, qui sont le kilo, le candela pour l'éclairement, la mole, on verra tout à l'heure pourquoi, le degré Kelvin, l'intensité en ampères, la seconde et le mètre. Et on verra que ces grandeurs fondamentales sont reliées à des grandeurs physiques qui sont à l'intérieur, dont on parlera tout à l'heure, et qui servent d'étalon pour déterminer ces grandeurs, ces unités de base. Et la grande révolution de 2018, ça a été de faire un système tel que les grandeurs de base n'aient pas d'incertitude. Par exemple, on pouvait dire que le kilo était le poids de l'étalon, la masse de l'étalon de Breteuil, mais comme cet étalon, on peut le mesurer sa masse, mettons qu'au milligramme près, par exemple, cela veut dire que le kilo est égal à la masse de l'étalon de Breteuil, plus ou moins 1 milligramme. Et il en était de même pour toutes les unités de base qui avaient donc des incertitudes. On a inversé la situation, et depuis 2018, les grandeurs de base sont des nombres définitifs, finis, sans incertitude, et qui sont liés à des grandeurs. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va relier ces grandeurs physiques à des données universelles et constantes au cours du temps, et on va voir comment. Et puis, dans la suite, on va distinguer les constantes qui vont servir pour les systèmes d'unités, et puis ensuite toutes les autres constantes qui caractérisent la physique de notre univers et qu'on ne peut pas déduire de principes généraux ou qu'on ne peut pas déduire des constantes de base. Alors, en 2018, le système d'unité a été figé puisqu'on est parti des 7 en couleur, qui sont les 7 unités, se déduisent de 7 grandeurs physiques fondamentales que l'on a fixées, dont on a fixé la valeur. Alors, on part de la seconde, et donc de la mesure ici, delta nu. Delta nu, c'est la fréquence de vibration, la fréquence électromagnétique liée à la transition entre deux niveaux atomiques d'un atome bien particulier qui est le césium. Et ça, c'est l'étalon de mesure du temps. Et donc, la seconde a été prise par définition comme étant 1 sur 9 192,631 770 unités. Et il n'y a pas de plus ou moins, ça, la seconde, c'est cette fraction-là qui est liée au nombre de fréquences du césium que tout le monde peut mesurer. Une fois qu'on a la seconde, on va pouvoir déduire le mètre
et les ampères. Parce que on fixe l'électron de manière très précise en disant que ce sont des coulombs, c'est-à-dire des ampères que divisent des secondes, et comme la seconde est déterminée, eh bien, les ampères, on va les fixer de manière précise à partir de la charge de l'électron que l'on fixe égale à 1,602, 176, 634 sans aucune... et là, je crois que j'ai oublié, il y a une 10 puissance qui manque. Enfin, on va le régler. Donc, on fixe... la seconde étant fixée, on détermine E, et en conséquence, on a l'unité d'ampère. Même chose pour le mètre, on fixe la vitesse de la lumière, à droite, comme étant égale à 299, 782, 458 mètres par seconde. Comme la seconde est fixée, et comme la vitesse est fixée C, M est déterminé. Et ainsi de suite. Donc, de proche en proche, on va déterminer de manière non ambiguë à la fois les étalons, qui sont comme valeur numérique parfaitement définie, et les grandeurs et les unités qui leur sont associées. Donc, un cas particulier, c'est donc le degré Kelvin, K en bleu ici, qui se déduit de la constante de Boltzmann, qui est fixée par ici, et puis la candela, qui est l'unité d'éclairement, qui est fixée par une constante ici. Tout à fait à part, et indépendamment de tout ça, il y a une grandeur sans dimension, qui est le nombre d'Avogadro, qui jadis était déterminé comme étant le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone. Là aussi, peser 12 grammes de carbone était une mesure soumise à imprécision. On a inversé la situation. On a dit que le nombre d'Avogadro est égal à ça. 602, 140, 76, 10 puissance 23. Il n'y aura jamais d'erreur là-dessus. Et donc, ça fixe le nombre d'Avogadro, si bien que désormais, le carbone, l'atome de carbone ne veut pas exactement 12 grammes, mais donc vous voyez, on a levé l'incertitude sur les mesures en fixant les grandeurs fondamentales. Alors ce magnifique dessin que j'ai pris dans Sciences et Vie, ensuite, vous montre comment à partir du cercle de base des unités fondamentales, on peut déduire toutes les unités particulières qui sont utilisées dans différents champs de la physique. Je vous laisse faire, mais on comprend très bien comment on peut trouver les unités qui sont déduites de ces grandeurs-là, sachant qu'elles-mêmes sont dédiées à des grandeurs physiques qui sont déterminées de manière non ambiguë. Donc un formidable avancement, puisque l'ensemble des grandeurs et des constantes physiques, des unités physiques, finalement sont ramenées de manière non ambiguë et de manière complètement précise à des grandeurs fondamentales de la physique. Alors maintenant, on va se poser une question différente. Une fois que l'on sait qu'il faut déterminer les grandeurs fondamentales et leurs dimensions, une fois qu'on connaît les étalons et la façon de déterminer les étalons, on voit apparaître dans toutes les grandes théories physiques un certain nombre de paramètres ou de constantes. Par exemple, dans l'équation de la gravité générale d'Einstein, vous voyez apparaître la constante de gravitation et C, la vitesse de la lumière. Dans le rayon du trou noir, vous avez G, la constante de gravitation, et à nouveau la lumière. Donc là, on n'a pas de quantique, il n'y a pas de H, on est dans la relativité générale. Les autres font apparaître les nombres quantiques H, donc on rentre dans la mécanique quantique, avec l'équation de Schrödinger, avec la loi de Planck, qui décrit le rayonnement du corps noir, qui est une magnifique équation qui fait intervenir la constante de Planck, la vitesse de la lumière, et la constante de Boltzmann, donc trois des grandes constantes qu'on a vues tout à l'heure. L'équation de Dirac avec H et la vitesse de la lumière, et puis une équation qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de voir, mais qui est magnifique, puisque c'est l'entropie d'un trou noir qui a été déterminée notamment par Hawkins et des collaborateurs, et qui a démontré que l'entropie d'un trou noir est proportionnelle à son aire, l'aire déterminée par son rayon de Schwarzschild, qui est ici, et dont l'entropie, S, est parfaitement déterminée par les quatre constantes fondamentales, K, constante de Boltzmann, C, vitesse de la lumière, H, constante de Planck, et G, constante de gravitation. Donc, au cœur de la physique moderne, il y a quatre constantes fondamentales qui sont ici, bien sûr, auxquelles il faut associer des nombres,
pi et e, qu'on retrouve partout dans tous ces problèmes. Et on peut se poser la question, quelle est l'origine de ces grandeurs-là? Pourquoi jouent-elles un rôle clé dans la physique? Et c'est ce que nous allons discuter dans les quelques transparents qui suivent. Alors, maintenant qu'on a fixé C et toutes les G et M de manière précise, pas G, C, H et K, on va pouvoir donner des valeurs aux grandeurs de Planck qu'on a présentées en analyse dimensionnelle. Et on trouve que ce sont des grandeurs infiniment petites, d'accord, avec par exemple la longueur de Planck 10 puissance moins 35 mètres. Le temps de Planck, c'est le temps que la lumière met pour parcourir 10 puissance moins 35 mètres. Et quelque part, ces grandeurs-là, qui sont un petit peu les grains, au-delà de laquelle on ne peut plus continuer à supposer que la physique est continue, c'est en gros les limites que l'on peut assigner à la relativité générale, puisqu'on rentre dans le domaine où tout est quantifié, et il faut inventer une théorie qui tienne compte à la fois de la relativité et de la mécanique quantique. Donc on dit que ces grandeurs-là sont caractéristiques de l'ère de Planck. Avant ce temps de Planck, il faut inventer une théorie qui n'existe pas, et ensuite, à partir de Planck, on peut enclencher les théories que nous avons établies avec la fameuse courbe que vous connaissez qui aboutit à la création progressive des éléments de l'univers et jusqu'à notre univers actuel en expansion. Il y a quand même des incertitudes sur Planck, mais à ce niveau-là, ce n'est pas trop grave, parce que G est une grandeur qui ne peut être que mesurée, qui n'intervient pas dans les unités que nous avons fixées tout à l'heure, donc il reste une petite incertitude. Notez quand même que l'énergie est faramineuse et fabuleusement grande par rapport aux autres grandeurs. La densité de matière était énorme, et donc ces grandeurs-là caractérisent l'ère de Planck, qui nécessiterait pour être traité une théorie unifiée de la mécanique quantique et de la relativité générale. Alors, on a vu aussi dans le chapitre 5, 5, ou 4 ou 5, on a vu les particules élémentaires et les champs élémentaires. On a vu les particules, ici les quarks, ici vous avez les leptons avec les charges, les particules chargées comme l'électron, ici vous avez les bosons qui portent les interactions. Et toutes ces grandeurs-là dépendent quand même de paramètres qui sont d'une part les masses. Pourquoi certains n'ont pas de masse comme le photon, pourquoi d'autres ont une masse, et pourquoi cette valeur de masse et pas une autre. Certains sont chargés et pas d'autres. Pourquoi la charge de l'électron a cette valeur-là. C'est ce que j'appellerais d'une part les constantes de structure qui lient l'électromagnétisme, la charge E, l'interaction forte, l'interaction faible, la constante gravitationnelle, qui ont des valeurs parfaitement définies, qui ont des valeurs qui interviennent dans toutes les théories, pour lesquelles on a mesuré ou calculé des valeurs, mais dont on n'a absolument aucune raison de connaître l'origine et pourquoi elles ont ces valeurs-là et pas d'autres. Il en est de même pour la masse des particules élémentaires, pourquoi cette valeur-là et pas d'autres, et puis d'autres paramètres plus sophistiqués, comme par exemple pour décrire les neutrinos, on a besoin d'autres grandeurs. Donc, notre modèle standard d'univers dépend de tas de paramètres qui ont des valeurs que l'on connaît de manière de plus en plus précise sans pouvoir savoir pourquoi ils ont ces valeurs-là et pas d'autres. Alors la masse, on a un début d'explication qui est intervenu avec le boson de Higgs, qui est à l'extrême droite ici, puisque le boson de Higgs est l'expression d'un champ, qui serait un champ scalaire X, de X, qui serait à l'origine des masses des particules, puisque toute particule interagissant avec le champ de Higgs via le boson acquerrait ou acquiert une masse. C'est le mécanisme dit de Higgs, qui en fait va s'appeler du nom de tous ces inventeurs-là. Il faut comprendre que le mécanisme dit de Higgs permet d'expliquer pourquoi certaines particules ont des masses, parce que la théorie initiale supposait que les masses étaient négligeables, les masses des particules étaient nulles, ou disons négligeables par rapport aux autres grandeurs. Donc le mécanisme de Higgs a permis de montrer comment ces particules pouvaient acquérir des masses non nulles, sans pour cela que ce mécanisme donne le résultat
le résultat est finalement trouvé, et d'autre part, il introduit à nouveau un autre paramètre, la masse de H et la valeur du champ moyen du champ phi. Donc X clarifie l'origine des masses, mais sans expliquer pourquoi elles ont cette valeur-là et pas d'autres. Alors, si on fait le bilan des interactions entre les particules, voilà le graphe qui était là, à savoir que les gluons interagissent avec eux-mêmes ou n'interagissent qu'avec les quarks. Les quarks interagissent avec bosons puisqu'ils ont une masse. L'électron, le muon, le tau ont une masse, donc ils interagissent avec le boson de X. Le photon qui n'a pas de masse n'interagit pas, et ainsi de suite. Donc voilà le graphe des interactions. Et d'ailleurs, on peut d'ailleurs se poser la question, pourquoi telle particule interagit avec telle autre, et pourquoi pas avec toutes, etc. Donc, derrière cette image parfaitement ordonnée du modèle standard des particules qui est à la base de notre univers, il y a énormément de paramètres qui ont des valeurs dont on ne connaît pas l'origine, et d'autre part, il y a des mécanismes même qui ne sont pas expliqués sur le pourquoi des interactions entre tel ou tel type de particules. Alors, derrière ça, il y a donc des constantes qui sont des constantes fondamentales qui ne peuvent être déterminées uniquement que par l'expérience, on ne peut pas les déduire d'autres choses. Et parmi ces constantes fondamentales, on en distinguera deux, celles qui sont sans dimension, mais ça c'est une construction un peu théorique. Les théoriciens estiment que les unités, le choix du kilo, du mètre, etc. sont des choix arbitraires, et ils ont préféré introduire des rapports entre grandeurs comparables, qui sont donc des valeurs sans dimension. L'avantage des grandeurs sans dimension, c'est que dans un autre univers, ou dans un autre espace, une autre galaxie, des personnes étudient la même matière, puisque ce sont des grandeurs universelles. On pourra ne pas comparer parce que les unités sont différentes, mais normalement, les rapports ou les constantes sans dimension sont donc vraiment universelles. Par exemple, le ratio de la masse entre la masse de l'électron et la masse du proton, ou la masse du boson de Higgs. Les intensités relatives du couplage, si on prend 1 pour l'interaction nucléaire forte, l'interaction électromagnétique est gouvernée par ce paramètre-là, qu'on a cru longtemps égal à une fraction entière. Et il y a eu des tas de théories pour expliquer pourquoi 137 était un nombre magique. En fait, c'est pas 137, c'est 137, et quelques petites centièmes. Donc, tous les numérologues ont dû rentrer leur théorie. Ensuite, il y a des constantes qui sont universelles, mais qui ont des unités, comme E, la charge d'électron, Planck, on l'a vu, la vitesse de la lumière. Et enfin, des constantes physiques, qui sont des propriétés de tel milieu. Il y a énormément de constantes dans tout le domaine de la physique. Il y en a quand même une ou deux qui sont très spécifiques, puisque ce sont celles du vide. Comment caractériser le vide? Le vide, c'est, on l'a vu en mécanique quantique, mais les seules caractéristiques du vide qui sont très importantes, c'est ce qu'on appelle la propriété électrique caractérisée par le paramètre epsilon 0 et magnétique par le paramètre mu 0. Ces deux grandeurs-là, qui ne sont peu déduites que d'expérience, et en même temps qui sont très énigmatiques, puisqu'elles décrivent, quelque part, la réaction ou la sensibilité du vide au champ électrique et la sensibilité ou les réactions du vide au champ magnétique, ce qui est un petit peu paradoxal. Mais surtout, la théorie de Maxwell montre que ces deux grandeurs-là sont liées à la vitesse de la lumière, ce qui indique que si le vide était vraiment vide, c'est-à-dire était complètement transparent aux ondes électromagnétiques, eh bien, ces grandeurs-là seraient zéro, et la vitesse de la lumière serait infinie. Donc, si la vitesse de la lumière n'est pas finie, n'est pas infinie, mais infinie, c'est que le vide n'est pas vide et il présente des caractéristiques liées des caractéristiques électriques et magnétiques. Alors, si maintenant on prend du recul, si on prend un effet de zoom, on s'aperçoit que tout l'univers dans lequel nous sommes, il est gouverné par des grandes valeurs, des grandes données dont on connaît la valeur mais qu'on ne maîtrise pas. D'abord, on est dans un espace à 3 plus 1 dimension. Espace 3 plus 1 temps. Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 2 temps? Pourquoi pas, etc. Donc, c'est une donnée que l'on a,
Mais on pourrait imaginer, et certaines théories les imaginent, des espaces physiques à d'autres dimensions. Il y a quatre champs fondamentaux, les quatre champs gravitationnels, électromagnétisme, nucléaire fort, nucléaire faible, plus le champ de Higgs pour le boson de Higgs, 4 plus 1. On sait qu'ils convergent vers, quand on remonte vers le début de l'univers, vers les temps de Planck, ils convergent vers une seule interaction. Mais pourquoi se sont-ils séparés en 4 et non pas en 5 et non en 6? Pourquoi y a-t-il 4 champs plus 1 fondamentaux? Toutes les constantes qu'on a vues, que la structure fine, et puis toutes les grandeurs, que la masse, le spin, l'isospin, toutes ces grandeurs-là. Et donc, ce qui est remarquable, c'est que avec les modèles que l'on a, on peut faire tourner ces modèles sur ordinateur, et on se rend compte, et ça a été une remarque des physiciens depuis des siècles, depuis quelque part le 19e siècle, que l'univers tel qu'il existe résulte de valeurs particulières de l'ensemble de toutes ces données-là, et on s'est rendu compte que des petites variations autour de ces valeurs, finalement, de ces grandeurs-là, conduisaient à des univers complètement différents, soit des univers qui n'évoluent pas vers la complexité, ou au contraire devenaient extrêmement denses, n'avaient pas de Big Bang, etc. Donc l'univers tel que nous l'observons résulte d'un ajustement extraordinairement fin. Alors je prends l'image de Dieu, de Michel-Ange, réglant le bouton de réglage de notre univers. Et donc, depuis 2 siècles ou 3 siècles, depuis peut-être toutes les religions, se pose la question, comment se fait-il que cet univers ait ce réglage-là et qui aboutisse au fait que nous puissions y vivre, que les étoiles puissent être construites, qu'elles puissent générer les éléments, les atomes qui nous composent, qu'ensuite que les galaxies, enfin tout le processus qui aboutit à des planètes, et que sur certaines de ces planètes, les conditions de la vie puissent naître, et que les molécules s'assemblent. Donc il y a un ensemble absolument faramineux de réglages fins qui aboutissent au fait que nous soyons là. Alors je terminerai par une vision extrêmement simplifiée, certains trouveront peut-être caricaturale, du positionnement des physiciens et des philosophes par rapport à ce grand problème, à ce vaste problème. Je ne parle pas de religion, je parle ici de physique. Eh bien, les principes s'organisent autour d'abord d'une première question. Est-ce qu'il y a un univers unique? Alors, pendant longtemps, on a cru que l'univers était unique. Et à ce moment-là, pourquoi cet univers qu'est-ce qui a fait que cet univers a conduit à ce que la vie ait évolué et abouti à des êtres conscients comme nous? Monod, en 1960 environ, a écrit un livre qui s'appelait Le hasard et la nécessité. Donc, il dit, je ne cherche pas à comprendre, le principe a fait, nous sommes là, c'est de le hasard. Il y a tout un mouvement que j'ai résumé dans ce que j'appelle le dessin intelligent, qui est en gros une résurgence des mouvements religieux qui dit c'est pas un hasard, il y a une volonté derrière tout ça qui fait que l'ajustement fin a été fait exprès pour que il y ait des êtres vivants intelligents qui puissent être nés. Donc c'est presque un principe déiste. Et puis, dans lequel aussi on peut retrouver, par exemple, ceux qui connaissent quelqu'un qui était célèbre il y a quelques 30 ans, Teilhard de Chardin, qui expliquait que toutes les lois de l'univers convergeaient vers l'oméga, qui était un homme transfiguré, etc. Donc, troisième mouvement, le dessin intelligent, globalement, l'univers est orienté et organisé pour aller vers la complexité et vers l'homme. Et puis, actuellement, beaucoup de théoriciens qui sont difficiles à mettre dans une seule école, que j'appelle la loi vers la complexité et la théorie du tout, et qui disent, peut-être quand on saura, eh bien, peut-être qu'on arrivera à trouver une théorie du tout qui sera capable d'expliquer à partir des grands principes comment ces constantes ont pris ces valeurs et pas eu d'autre chose. D'autres, peut-être comme les astrophysiciens comme Trine Van Pan, par exemple, ou d'autres, qui imaginent qu'il y a une loi sous-jacente derrière tout ça, et que la complexité telle qu'elle est là, elle est pilotée par une loi physique, pas forcément déiste, mais que l'on ne connaît pas et qu'un jour on découvrira. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les tenants du principe anthropomorphique, il y a une faute ici,
ou anthropique fort. C'est-à-dire que l'univers dans lequel nous sommes, finalement, il est plus ou moins déterminé pour que nous y soyons. Sans forcément qu'il soit fait au sens biblique, fait pour l'homme, au moins qu'il est déterminé. Alors d'autres, et souvent les physiciens actuellement, pensent que l'univers n'est pas unique, en disant les grandes équations qui conduisent notre univers, il n'y a pas de raison que ce soit un fusil à un coup et qu'elle n'ait pas servi dans d'autres contextes, avec d'autres grandeurs. Donc il y a beaucoup de tenants de dire que notre univers n'est pas unique. Mais à ce moment-là, quels sont les scénarios pour cette multiplicité d'univers? Il y a ceux qui sont pour la création perpétuelle, en disant les modèles de Big Bang sont valables partout et dans tout, et de manière perpétuelle, dans un hyperespace qu'on ne peut pas imaginer, dans d'autres espaces-temps, se créent d'autres univers avec lesquels on ne peut pas communiquer puisqu'ils ne sont pas dans le même référentiel. D'autres, et peut-être par exemple comme Penrose, ont plutôt l'idée d'univers cyclique, à savoir que notre univers tel qu'il est serait la résurgence via un mécanisme indéterminé, que le Big Bang absolu n'existe pas, que l'univers dans lequel nous sommes ne serait qu'un rebond d'un univers ou d'autres univers qui auraient existé auparavant. Et puis d'autres beaucoup plus originaux, comme je crois M. Smolin ou d'autres, qui a imaginé par exemple une sélection naturelle des univers en disant notre univers tel qu'il est là, il est effectivement remarquable par le fait qu'il a conduit à des structures extrêmement complexes. Donc il imagine que le mécanisme de création d'univers se perpétue, mais que les trous noirs, qui sont un des constituants essentiels de notre univers à nous, on sait qu'il y a des trous noirs partout, serait à la fois, quelquefois, la genèse, via des mécanismes dits de verre blanc, d'autres univers. Et donc, il y aurait une espèce de filiation d'univers à travers les trous noirs, et donc une sélection naturelle, c'est-à-dire les univers tels que les conditions initiales et les lois physiques ne conduisant pas à la formation de trous noirs seraient des univers stériles qui s'arrêteraient, et que, en revanche, d'autres univers où les constantes conduiraient à la formation de trous noirs qui eux-mêmes généreraient d'autres univers seraient ceux qui seraient les plus courants. C'est un peu le darwinisme appliqué à l'échelle de l'univers. Donc, ces théories-là, il y en a de multiples, relèvent du principe anthropique faible, c'est-à-dire que l'univers n'est pas fait par nous, il y a de multiples univers, mais il se trouve que nous sommes dans le seul ou dans des rares univers tels que les lois physiques permettaient l'élaboration de la complexité et donc l'apparition de la vie. Voilà, le voyage est terminé. Ce chapitre 7 clôt cette séquence de conférences et de cours sur la mécanique quantique, et on l'a vu avec ce chapitre-là un peu au-delà. J'espère avoir illustré avec un substrat mathématique quelquefois un peu abscon, mais qui est quelque part nécessaire pour expliquer la Genèse, montrer comment à partir de la science moderne de Galilée Newton, passant par la mécanique classique du XIXe siècle, on a abouti à des théories comme la mécanique quantique, qui sont des outils extrêmement sophistiqués pour expliquer la constitution ultime et l'unicité de notre univers, et comment derrière cette unicité se traduit des constituants élémentaires relativement bien définis, des interactions fondamentales, et puis des symétries qui sont à la base de tout. Et ensuite, on a vu que toutes ces théories-là reposent sur des grandeurs physiques qui sont extrêmement critiques dans la mesure où des petites variations de ces grandeurs conduisent à des univers tout à fait différents. Et donc on a terminé par la grande question de l'objectif de l'univers dans lequel nous sommes, a-t-il été créé par nous, ou sommes-nous simplement par hasard dans un des univers possibles, mais un des rares tels que les lois ont permis l'émergence de la complexité et l'émergence de la vie. Je vous souhaite bon courage, je vous remercie de m'avoir accompagné, et puis je vous souhaite certainement de bonnes lectures pour aller plus loin dans toutes ces directions-là.